Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Psy Boulot, le podcast qui éclaire les coulisses du boulot. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations de travail vous laissent perplexe, voire même échappent à toute logique? Et si les raisons étaient multiples et complexes? Avec Psy Boulot, pas de pensée magique, pas de recette unique. Je vous propose plutôt d'explorer le monde professionnel avec un regard qui allie psychologie, sociologie et même un soupçon de philosophie. Je suis Marie-Claire Valentini, dirigeante et DRH, et ce podcast est né de mon envie de partager avec vous ma quête de compréhension des comportements humains et des dynamiques en entreprise. Rejoignez-moi à chaque épisode où ensemble, nous appréhenderons les défis du monde du travail. Bonjour et bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Psy Boulot, le podcast où nous éclairons les coulisses du boulot. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Gilles Charpenel, qui est spécialiste de la communication managériale et auteur du livre « Le plaisir, nouvel enjeu du management » aux éditions Maxima. Bonjour Gilles. Bonjour Marie-Claire. Alors, tout d'abord, j'ai envie de te poser cette première question qui est de réfléchir à finalement, quand tu as écrit ton livre il y a une dizaine d'années, quels ont été tes constats en fait sur le terrain pour démarrer cette réflexion et écrire ce livre ? En fait, l'ouvrage est paru en 2015, mais bien évidemment, je me suis intéressé à la problématique du plaisir au travail bien avant. J'ai eu la chance professionnellement entre 1990 et 2020 d'avoir des clients fidèles et notamment des grandes entreprises publiques, mais aussi des startups qui ont fait de brillantes réussites et de les accompagner dans la durée. Et j'ai pu constater, dans cet espace-temps relativement long et dans les mêmes univers, une dégradation du plaisir, de la motivation des gens au travail. Je dirais, ça a commencé au début du 21e siècle. Là, je me suis interrogé en voyant des gens que je trouvais plutôt intelligents, plutôt motivés, positifs. Je les ai vus devenir de plus en plus critiques, mal à l'aise, et j'ai constaté qu'ils perdaient leur motivation. Et ça m'a interpellé, et je me souviens avoir fait, justement au début des années 2000, une recherche sur un moteur de recherche connu, associant le mot travail et le mot plaisir. Et j'ai été sidéré de voir qu'à l'époque, il y avait quasiment aucune occurrence, rien qui ressortait. Personne ne parlait dans un même texte de plaisir et de travail. Ok, alors justement, quand on parle de plaisir, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu entends? Est-ce que tu mets derrière ce mot de plaisir qui, comme ça, pourrait sembler un peu utopiste? Non, pour moi, c'était pas une utopie, c'est plutôt une évidence. Tout le monde s'accorde à dire que on fait bien ce qu'on aime faire. Si on prend plaisir à faire quelque chose, ce sera nécessairement mieux fait. Et ça, c'est valable dans tous les univers, mais aussi dans l'univers du travail. Et ce qui m'a interpellé, c'est que j'ai pas vu nulle part d'éléments qui analysaient comment le management à l'intérieur des entreprises pouvait trouver le moyen, effectivement, donner l'occasion aux acteurs de prendre du plaisir en travaillant pour obtenir de la productivité, pour obtenir de la qualité. Et cette question du plaisir au travail, du coup, est-ce qu'elle est transposable, quel que soit le métier? Oui, complètement. Elle est transposable, quel que soit le métier. Je préfère parler presque du plaisir par le travail que du plaisir au travail. Ouais. Parce que si on dit plaisir au travail, j'ai peur que certains entendent confort au travail. Or, il y a probablement, et on pourra en reparler, il y a probablement une grosse confusion qui fait que tout un tas de choses sont faites avec ce concept de plaisir, bonheur, etc. au travail. Et je vais dire plaisir par le travail, même si là encore, ça peut paraître extrêmement audacieux et ambitieux. Alors, justement, pour que tu puisses nous expliquer un peu plus de quoi il s'agit, dans ton livre, tu abordes le plaisir comme facteur premier d'engagement et donc de performance. Concrètement, comment tu peux nous l'expliquer ça ?
en repartant de l'évidence qui est que quand on se fait plaisir, on travaille mieux, probablement plus, etc. Je crois qu'il faut se poser la question. Chacun peut se poser la question, nos auditeurs, toi, moi, dans mon travail, qu'est-ce qui fait que je vais éprouver un certain plaisir à agir? Et c'est simple. Il y a 5 ressorts de motivation que j'ai identifiés et personne m'a contredit jusque-là. Le premier, c'est l'intérêt des tâches, et ça, tout le monde est à peu près d'accord. Si je fais un boulot qui m'intéresse, je prends du plaisir à travailler. Le deuxième, c'est très important, c'est la sociabilité, parce que dans un monde où on a pas mal de difficultés à interagir, à socialiser, eh bien, le travail est pour beaucoup de gens, et plus particulièrement pour les femmes. Je vais pas expliquer pourquoi en détail, mais c'est le lieu où la sociabilité se fait. Et clairement, on prend plus ou moins de plaisir à aller au travail si on y trouve ce qu'on recherche en termes de sociabilité. Le troisième ressort, et on peut se poser la question soi-même, est-ce que mon travail m'apporte la sécurité dont j'ai besoin? Est-ce que je suis à l'aise? Et par sécurité, j'entends pas simplement la sécurité matérielle, d'avoir un salaire qui me permet de vivre, d'avoir un contrat qui risque pas de s'arrêter du jour au lendemain, mais aussi, est-ce que les signaux que m'envoie mon entreprise, ma hiérarchie, sont clairs? Est-ce que je sais pourquoi je fais ce que je fais, etc. Tout ce qui peut me sécuriser et me permettre d'avancer tous les jours correctement et ainsi de pouvoir être disponible pour prendre du plaisir dans mon travail. Le troisième ressort, c'est dans le livre, j'ai appelé ça le risque, et c'était un peu intentionnel parce que tout le monde considère que le risque est quelque chose de négatif, alors que prendre un risque, c'est quelque part l'opportunité d'avoir du plaisir. Un challenge, prendre simplement le risque de décider soi-même de ce qu'on fait, c'est vecteur de plaisir, de satisfaction. Donc les défis, appelons ça comme on veut, les challenges, et tout simplement les marges de manœuvre, c'est quelque chose d'important. Et ça participe du plaisir, ou du déplaisir si on n'en a pas assez, à son goût. Et le cinquième ressort de motivation qui fait qu'on prend plaisir à travailler, c'est l'estime de soi. En quoi le travail peut me donner une certaine estime de moi-même, parce que je suis fier de ce que je fais, de la façon dont je le fais, mon travail a du sens pour moi, etc. Et quelque part, ce ressort de motivation fait un peu la synthèse, parce que il est clair que si on me donne des tâches inintéressantes, il y a peu de chances que je développe mon estime de moi-même. Si mes collègues veulent pas me parler, ça va me poser un problème. Si on m'insécurise ou si on me donne pas la possibilité de prendre des risques, je vais probablement affecter l'estime que j'ai de moi-même. Donc ces 5 ressorts, ils doivent coexister ou ils doivent être, il doit y en avoir certains qui doivent être présents à minima, et comment ça se passe concrètement? Eh ben justement, parfaitement, ils existent de toute façon. Simplement, toi, moi, chacun de nos auditeurs a ses propres besoins. Certaines personnes peuvent s'accommoder d'un travail pas particulièrement intéressant, mais par ailleurs, si ils ont une sociabilité qui les nourrit, si ils ont une sécurité qui leur convient, et si, au bout du compte, le sens de ce qu'ils font leur plaît, et ils ont une certaine estime pour ce qu'ils font, même si c'est pas hyper intéressant, ils peuvent prendre plaisir à aller travailler tous les jours. D'autres personnes, au contraire, peuvent par exemple avoir absolument besoin de faire quelque chose de passionnant en termes d'intérêt des tâches et ne pas avoir besoin de beaucoup de sociabilité, être seul dans leur coin, ça leur convient. Donc chacun a un besoin d'une tension de ses ressorts qui est différente. L'important, c'est que il y en ait pas trop qui génèrent de la frustration, que pour chacun des ressorts, on soit à un niveau de tension qui approche de celui dont on a besoin. Mmh. Et alors, selon toi,
Quel est le rôle du manager dans cette question du plaisir par le travail? Quelles actions il peut avoir, le manager? Alors, je pense que le manager peut participer du fait que le travail devienne plaisant, mais je veux surtout pas qu'on aborde le sujet comme c'est la responsabilité du manager. Les managers, ils ont beaucoup de travail. Dans les organisations actuellement, on leur laisse pas tellement le temps de faire justement du management des personnes. Ils font du reporting, ils font beaucoup de choses, mais ils font pas tant que ça de management des personnes. Et je dirais que c'est à la fois une problématique de fonctionnement de l'entreprise, d'organisation et management, de culture managériale, d'abord, avant d'être la problématique du N+1, du hiérarchique. Bien sûr, le hiérarchique va être en fonction de la façon dont il manage, la façon dont il organise le travail, dont il manage les personnes, va faire en sorte que les gens prennent plus ou moins de plaisir à travailler. Mais c'est aussi l'organisation générale et la culture managériale de l'entreprise qui va créer des conditions où chacun peut ou non s'accomplir dans son travail. Tu veux bien revenir sur la question de la culture managériale, peut-être pour ceux qui nous écoutent? La culture managériale, il y a des pratiques managériales dans une entreprise. Il s'avère que, en fonction de son histoire, de la façon dont la tête de l'entreprise impulse les fonctionnements, etc., et ses pratiques, ça finit par créer une personnalité, une culture de management. Des pratiques qui sont à peu près partagées, des façons de faire, de réagir aux situations, etc. Et finalement, c'est ça qui est le plus prégnant. À l'intérieur d'une entreprise qui va avoir sa culture managériale, bien sûr, dans telle équipe, tel manager peut avoir des comportements extrêmement vertueux qui vont, plus qu'ailleurs, permettre aux gens de s'accomplir et de prendre plaisir à travailler. Dans une autre, un manager mal formé, pas bien lui-même dans son travail, etc., va générer beaucoup de déplaisir autour de lui. Mais quand même, la base, c'est la culture managériale de l'ensemble de l'entreprise qui va orienter la façon dont les managers opèrent. Ouais, donc c'est pas le manager qui est responsable de tout et qui porte toute la responsabilité de ce qui se passe dans son équipe. Et le manager est déjà responsable effectivement de son équipe, mais on peut pas lui attribuer à lui tous les défauts qu'il peut y avoir et pas non plus tous les aspects positifs, parce que c'est plus facile de manager dans une entreprise vertueuse au plan managérial. Et c'est très important. Ce que je crois, c'est que là on touche à quelque chose qui est mis en responsabilité managériale. On voit bien que dans beaucoup d'entreprises, en partant des plus petites, mais aussi dans les grandes, on met en situation managériale souvent des gens qui sont probablement les meilleurs techniciens dans son métier, qu'il s'agisse de la vente, qu'il s'agisse de l'électricité, qu'il s'agisse de n'importe quoi. Le meilleur technicien qui va pouvoir distribuer le travail et vérifier qu'il est fait correctement, mais sans se poser la question de sa capacité réellement à manager, à dialoguer, à partager le sens du travail, etc. Et ni même sans se poser la question de sa vraie envie de faire du management, ce qui fait beaucoup. Donc, on se retrouve quand même assez souvent avec des gens qui sont mis en responsabilité de managériale sans toujours l'avoir vraiment demandé, si ce n'est parce que ça génère peut-être un petit surcroît de rémunération et un statut qui peut contribuer à l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes. Mais souvent, ce sont des gens qui sont là un peu en traînant les pieds, et d'autant plus qu'on les a mal préparés. C'est-à-dire que la professionnalisation
qui existe entre le moment où la personne est un technicien, est un vendeur, etc., et au moment où il devient chef des ventes, où il devient contremaître, ou je ne sais quoi, eh bien, la professionnalisation, la préparation à exercer la responsabilité managériale, elle n'a pas été bien faite. Mais c'est-à-dire que souvent en France, en fait, la seule voie qui est présentée comme une voie de l'excellence, c'est le management, mais c'est faux, en fait. C'est assez réducteur quand même. Ça, dans les entreprises, souvent, quand on évolue vers du management. Oui, parce que le chef est vénéré, parce qu'on est un pays qui a été bonapartiste, etc. Non, clairement, être manager, c'est avoir un pouvoir dans l'esprit des gens, et donc avoir un pouvoir et avoir un statut, avoir des galons, qui se voit plus que d'être un bon expert dans son métier. Donc effectivement, c'est ça le cas. C'est le cas, mais la problématique, c'est que les managers, on leur apprend plutôt à bien faire descendre les directives, à porter avec des éléments de langage les stratégies, les politiques, etc. Et on leur demande de faire appliquer, et on leur demande de reporter ce qui se passe sur le terrain. C'est malheureusement un trait qui caractérise la culture managériale de beaucoup d'entreprises, c'est cette hyper utilisation de deux leviers de management que sont les objectifs et les règles, et probablement un élément qui va à l'encontre du plaisir au travail. C'est-à-dire que, bien sûr, les règles, ça sécurise, qu'on nous dise ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire, et éventuellement comment il faut le faire, ça peut être sécurisant. Effectivement, les objectifs, ça peut être stimulant, mais si l'essentiel du management, c'est de rappeler les objectifs, et c'est de rappeler les règles pour que les gens avancent dans les rails définis, au bout d'un moment, c'est pour une très grande partie de la population, je dis pas qu'il y a des gens qui aiment pas ça, mais pour une très grande partie des gens qui travaillent, c'est quand même quelque chose qui abîme le plaisir qu'on peut prendre à travailler. Donc, un des aspects dans cette impréparation des managers et dans le manque de professionnalisation qu'ils ont, c'est que ça les met en situation uniquement de porter, de fonctionner avec ces deux leviers-là qui sont pas très bons pour tendre les ressorts. Pour tendre le ressort de l'intérêt du travail, pour tendre le ressort même de la sociabilité, pour tendre le ressort du risque, du défi, du challenge. C'est pas les meilleurs leviers. Oui, je comprends. On va revenir là-dessus sur ce que tu pourrais dire si tu devais soutenir un manager. Mais avant tout, je voulais quand même avoir ton avis sur... je voulais savoir, qu'est-ce que tu penses de ces initiatives-là qu'ont les entreprises, beaucoup en ce moment, sur cette question du bonheur au travail, qui me semble importante à distinguer du plaisir par le travail. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ce qu'on entend beaucoup ces dernières années ? J'en pense qu'il y a une confusion entre la notion de plaisir par le travail, on va même dire dans le travail, c'est pas grave, mais réellement associé au travail, et la notion de confort. C'est-à-dire que je dirais que c'est presque, je vais être caricatural, mais pas tant que ça. Si on a beaucoup de mal en manageant de façon objectif-règle, à faire que les gens s'accomplissent dans leur travail, se fassent plaisir à faire. Ou il y a une façon qui est peut-être de leur proposer du confort. Puisque le travail est quelque chose de pénible, essayons d'apporter du confort, donc un pansement ou quelque part une substance qui va faire que ça va compenser. Donc, bien évidemment, je conteste pas qu'il y a des situations de travail qui sont pénibles, que c'est douloureux pour certaines personnes de cumuler les responsabilités qu'ils ont dans leur vie personnelle, le travail, les transports, etc., etc., et que finalement, veiller à ce que
la situation de travail soit pas inconfortable sur des aspects matériels, ambiance, etc., c'est vertueux. Mais ce n'est pas quelque chose qui va permettre aux gens de s'accomplir. À l'inverse, on peut avoir quelqu'un qui est dans des situations inconfortables, et c'est vrai pour toutes les activités humaines, très inconfortables, et qui va quand même prendre plaisir à agir, à faire au quotidien. On peut parler de ça dans tous les univers, dans l'univers sportif, l'alpinisme. Est-ce que c'est le confort? Non. Et pourtant, ça peut être un plaisir immense. C'est la différence entre plaisir et confort. Donc, on peut être dans une forme d'inconfort et prendre du plaisir à faire ce qu'on fait, mais c'est pas parce qu'on est dans le confort qu'on prend du plaisir à faire ce qu'on fait. Oui, c'est la question de l'agréabilité, quoi. Ça, faut pas tout mélanger. Voilà. Et effectivement, ça peut paraître, alors moi j'ai tendance à être très sévère par rapport à cet affichage de tout un tas de choses. Et après, il y a des avancées. Il y a des avancées qu'on pourrait caractériser de sociales. Je veux dire que il y a une crèche d'entreprise quelque part, ça peut être très bien. Mais je suis pas sûr que le baby-foot soit la clé de l'accomplissement au travail. On reste sur des choses qui sont des périphériques au travail. Voilà, exactement. Alors, j'ose même pas te poser la question de ce que tu penses des Chief Happiness Officers. Ça fait partie de l'affichage. Après, le problème, c'est que je veux pas critiquer l'intention. Faut voir comment c'est mis en œuvre. Alors, nous, on est un peu choqués par, en plus, l'utilisation de la langue anglaise pour rendre le concept encore plus sexy. Mais je veux pas contester le fait que des choses peuvent être faites pour que le climat de travail soit meilleur. Ce dont je suis persuadé, c'est que si les gens prennent plaisir à travailler pour les raisons que j'évoquais, ils n'ont pas besoin d'avoir un géo, pour de ceux qui connaissent ce type de vacances, pour que les choses se passent bien. Ma crainte, c'est toujours ces gadgets un peu. Maintenant qu'on est quand même 10 ans plus tard, tu as écrit ce livre en 2015, est-ce que tu revisiterais ou tu remettrais à jour certaines choses, cette question du plaisir comme nouvel enjeu du management? Non, au contraire. Ce que j'ai parlé des deux leviers de management surutilisés de par la culture managériale des entreprises, presque plus que par les managers en tant que personne, mais parce que c'est comme ça que beaucoup d'entreprises fonctionnent. Mais j'ai pas parlé des deux autres leviers, qui sont le levier valeur et le levier compétence. Ces deux leviers qui, eux, sont très mal utilisés. Le levier compétence, faire en sorte que on utilise les bonnes compétences individuelles au bon endroit et qu'on les fasse fonctionner collectivement de façon pertinente, c'est quelque chose sur lequel on a du mal à passer du temps. Et que c'est presque plus quelque chose de RH que de management, malheureusement. Et puis, sur le levier valeur, là, les 20 dernières années, on fait la démonstration, et ça rejoint un peu notre échange précédent, que l'affichage vient masquer le manque terrible d'utilisation du levier valeur. C'est-à-dire que toutes les entreprises ont ce mot à la bouche ou sur le site internet et parlent de valeur, etc., un catéchisme qui est mis en avant et que tout le monde considère comme de la com. On affiche son honneur. et alors que le besoin essentiel, fondamental, c'est d'avoir des managers qui managent en s'appuyant sur les valeurs, mais pas les valeurs du site internet, en partageant avec leur équipe ce qui est important. Une valeur, c'est quoi? C'est qu'est-ce qui est important pour nous dans notre équipe, par rapport à notre mission, par rapport à la vocation de notre entreprise. Qu'est-ce qui est important et est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? Et on voit bien qu'un manager qui a réussi à faire passer
ce qui est important, il a moins besoin d'édicter des règles, il a moins besoin de ressasser les objectifs. Et donc, cette utilisation du levier prendre le temps. Alors, il faut du temps, il faut partager le sens. Et là, on vient à un mot qui est très important. C'est faire comprendre, partager le sens de ce qu'on fait. Et clairement, les 20 dernières années montrent combien là il y a un manque, combien les générations qui arrivent réinterrogent l'entreprise en disant mais ça n'a pas de sens, pourquoi on fait ce qu'on fait, je suis pas d'accord, etc. Parce que le fonctionnement des entreprises laisse de moins en moins de place au partage du sens. Et le pauvre manager, je vais appeler ça comme ça, parce que je me mets à sa place, les pauvres managers de proximité qui ont une équipe à animer au quotidien, ils ont pas beaucoup le temps et ils sont pas préparés à utiliser intelligemment ce levier valeur, ce partage du sens et le levier compétence. Et ils sont réfugiés ils sont condamnés à être sur objectifs et règles. C'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui on parle beaucoup de grosses crises du sens au travail. Je ne sais pas si c'est à tort ou à raison en tout cas, mais on en parle aujourd'hui plus que jamais. Oui, et encore une fois, on en parle. Et il y a plusieurs façons de le regarder. C'est-à-dire, d'un côté, il y a une espèce de l'idée que ce serait quelque chose de philosophique, que les jeunes voudraient plus faire certaines choses, qu'ils ont besoin d'idéal, etc. Au lieu de bosser. Enfin. Au lieu de produire, faire de la... Et c'est pas ça l'idée. C'est que si on voit pas à quoi sert son travail, si on comprend pas pourquoi il y a un certain niveau d'exigence, eh bien, on peut pas prendre plaisir à travailler. On peut pas prendre plaisir à travailler. Et à partir de là, on va s'évader vers d'autres moyens de se faire plaisir. C'est-à-dire, je l'ai constaté, il m'est arrivé d'intervenir dans des établissements d'enseignement supérieur autour de ces thématiques. Et donc, j'en profitais pour essayer de partager avec les étudiants ces concepts-là. Et j'étais sidéré de voir l'importance de la part des étudiants qui n'envisageaient leur avenir professionnel qu'avec une ambition d'atteindre le meilleur confort économique, très bien gagner sa vie, ou avoir du temps suffisamment pour être confortable dans sa vie personnelle, pouvoir voyager, pouvoir pratiquer les sports et les loisirs, etc., avoir une vie de famille, ce qui est tout à fait respectable, mais beaucoup plus quand on parlait d'éventuels plaisirs au travail, c'est venant du travail, cette source-là, que l'idée de s'accomplir par son travail. Oui, il y avait une sorte de mise à distance finalement de cette question du plaisir au travail. Par le travail. Par le travail. Et tout à l'heure, tu disais aussi, tu parlais des jeunes, mais j'ai l'impression quand même que cette question de comprendre et de la finalité de ce qu'on fait, elle est valable pour toutes les générations. D'ailleurs, elle bouscule aussi peut-être toutes les théories autour des générations. Aujourd'hui, on entend beaucoup de théories générationnelles. Est-ce que c'est que pour les jeunes, cette question de la finalité de ce qu'on fait? Parce que c'est quand même été pas mal bousculé récemment, ces théories-là. Elles sont bousculées par la sociologie, notamment, qui dit que ça a toujours existé. Oui, alors déjà il y a quelque chose qui vient, il y a un couvercle sur tout ça, c'est que on sent bien que l'idée de base c'est que faut travailler pour gagner sa vie. Et ça c'est vrai. Et c'est une réalité. Donc est-ce que ça interdit pour autant de rechercher dans son travail un plaisir et un accomplissement? Pour moi non. Mais ça, on ne l'enseigne pas, que le travail est un moyen de se faire plaisir, de s'accomplir. Moi, les étudiants, je leur expliquais, si vous préférez jouer de la guitare ou faire du football ou faire du golf, vous allez le faire en loisir.
comme vous serez pas très satisfait de rendu de ce que vous faites, vous allez répéter, au point que ça devient du travail. Parce que pour prendre plaisir à jouer de la guitare ou faire du golf, il faut répéter des coups, il faut travailler sa condition physique, etc., etc., etc. Et donc, on se rend compte qu'au bout du compte, le plaisir, la satisfaction, l'accomplissement, il passe par le travail. Et d'ailleurs, les gens qui se font plaisir vraiment en atteignant un bon niveau dans ce qu'ils font, qu'ils soient artistes peintres ou qu'ils soient musiciens ou qu'ils soient footballeurs, eh bien, la qualité de leur travail est reconnue, au bout du compte, sur un marché. Sur ce qu'on est prêt à payer pour leurs œuvres, pour leur collaboration dans une équipe de football, etc. Donc, le travail, même si on part de ce qui peut paraître être une activité de loisir, de développement personnel, de plaisir pur, on se rend bien compte que le travail devient le moyen de maximiser le plaisir, pour faire le mieux possible, pour être fier de soi, pour faire des choses intéressantes. D'accord ? Donc c'est cette idée que le travail est une nécessité pour vivre. C'est un couvercle, mais il faut le soulever, ce couvercle. Oui, bien sûr. C'est une réalité, bien sûr, mais il faut pas en rester là. Et peut-être qu'il y a des aspects générationnels. Il est probable que les 30 Glorieuses, le déchaînement d'une société de consommation a fait que finalement gagner le plus possible pour pouvoir acheter le plus possible, etc., a contribué au fait que ça a renforcé le fait que finalement le travail c'était avant tout avoir une situation rémunératrice et puis le côté statutaire, etc. Peut-être qu'il y a une remise en cause de ces choses-là, très probablement. Et puis c'est des cycles. Oui. C'est des cycles. Mais concrètement, je pense que on a à peu près la même chose à tout moment. Et probablement que à une époque, il y a 50 ans de ça, on va dire, où beaucoup plus, une grande part de la population était tournée vers cette réussite matérielle. Les façons de travailler permettaient encore l'interaction entre les personnes plus qu'aujourd'hui. Alors, on parlait pas de manager, c'était un chef, mais il se passait des choses qui donnaient au climat de travail une autre tournure que celle du travail actuel. Je dis pas que c'était mieux, mais je dis que probablement, en tout cas, les collaborateurs avaient une idée un peu plus précise du sens de ce qu'il fait, de ce qu'il faisait. De l'impact, quoi. De l'impact. On parlait pas de ces phénomènes aujourd'hui où on nous dit il y a un pourcentage énorme de métiers dont on pense que ils servent à rien. Oui, ils sont bullshit. Qu'au bout du qu'au bout du compte ils ne servent à rien. Ça, j'ai pas l'impression que c'était une interrogation il y a 50 ans. Oui, puis il y a beaucoup d'aujourd'hui d'activités de service où il n'y a pas de visibilité de ce qu'on crée aussi. Exactement. Et ça renforce ce sentiment-là quand même aujourd'hui dans les activités tertiaires, dans les activités de service, bien sûr. Une activité industrielle, il y a du concret. Bien sûr. Et donc, quand on repart 50 ans en arrière, la part des emplois industriels était quand même beaucoup plus important. Le rapport au travail, on avait un rapport au travail qui était hérité quand même de la révolution industrielle. Et aujourd'hui... de l'invisible et du visible, quoi. Voilà, du travail visible, du travail invisible. Ok, super. Bon, on a bien compris qu'aujourd'hui, manager, c'est quand même super difficile pour plein de raisons. Si tu devais accompagner et soutenir un manager, tu lui dirais quoi, toi, concrètement, aujourd'hui ? Je commencerai par lui proposer de faire le point sur ses propres ressorts de motivation. C'est-à-dire d'analyser où il en est par rapport à ses besoins d'intérêt du travail, ses besoins de sociabilité, de sécurité, de challenge, de risque et d'estime de soi. Pour lui-même. Pour lui-même. Ok. Parce que déjà, d'abord c'est un bon exercice qui peut après... C'est un bon entraînement. Voilà. Et puis probablement que ça lui permettrait de voir dans quelle direction il pourrait être plus à l'aise pour manager. D'accord ? La deuxième chose, je lui dirais, mais
de regarder en quoi son propre management, les gens qu'il manage, la culture managériale de l'entreprise, en quoi, pourquoi elle tend correctement ou insuffisamment ses ressorts. Là où il est frustré, là où ça va bien. Et se dire, pourquoi je suis pas content des tâches que j'ai à faire? Quel est le levier qui fait que je suis pas content? Est-ce que c'est parce qu'on m'enferme dans des règles moi-même? Est-ce que on me bassine des objectifs moi-même? Est-ce que on partage pas suffisamment le sens de pourquoi on me demande de faire les choses? Est-ce que c'est parce que on n'utilise pas bien mes compétences? Donc, quel levier est mal utilisé par l'entreprise, ou au contraire, quel levier est bien utilisé par l'entreprise et qui fait que tel ou tel ressort est tendu? Donc, faire ce lien entre moi-même, mes ressorts de motivation et la culture managériale de l'entreprise. Le management par mon hiérarchique direct contribue à mon plaisir de travailler ou pas, en tendant ou pas les ressorts de mes ressorts de motivation. Avant toute chose, se l'appliquer à soi-même, ça permet, encore une fois, comme tu disais, de s'entraîner, et puis de se préparer à adopter des pratiques qui vont permettre de tendre au mieux les ressorts de motivation des collaborateurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de la même façon que je lui propose de prendre le temps de mieux se connaître et mieux se situer dans son environnement professionnel, mieux connaître ses collaborateurs et mieux les situer dans l'environnement professionnel devient quelque chose de fondamental. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il ait le temps de le faire. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi donner ce conseil-là aux managers aussi, peut-être aussi parfois d'accepter ce qui est et de pas pouvoir tout résoudre, d'être juste contributeur dans une culture managériale, dans une organisation. Il y a parfois le manager, il peut pas tout résoudre. Et est-ce que c'est pas aussi finalement de dire lâcher prise sur ce qui ne relève pas de votre pouvoir d'agir? Alors ça, c'est une philosophie de vie, mais à partir du moment effectivement où on sait qu'on ne peut pas, faut prendre en compte le contexte. Voilà. Mais ça c'est important. C'est important pour en revenir de façon plus générale et pas qu'au niveau des managers sur le plaisir au travail. Il est important de considérer que d'une part, bien sûr, mon hiérarchique direct ou la culture managériale de mon entreprise font que je suis plus ou moins heureux dans mon travail, que je prends plus ou moins de plaisir à travailler. Bien sûr, mais je suis aussi responsable. Enfin, en tout cas, j'ai choisi. En tout cas, j'ai une démarche, j'ai pris une décision de travailler à cet endroit-là. Il faut aussi accepter que un manager qui a pas envie de manager mais qui accepte un poste un poste à responsabilité pour être manager alors que il sent que c'est pas ce qui lui plaît ou il sent que la culture de l'entreprise n'est pas adaptée, c'est une erreur. Si vous n'aimez pas les règles, ne faites pas une carrière militaire. Je veux dire, il y a un moment, il faut aussi aller vers un univers professionnel qui correspond à ses propres besoins en termes de motivation. Donc, clairement, qu'il s'agisse de tout salarié et même non salarié, de tout manager, il est essentiel de considérer que on peut faire autrement, mais pour soi. En revanche, effectivement, faut pas imaginer qu'on peut tout changer dans une entreprise, voilà. Quelle qu'en soit la taille. Il y a des obstacles. Et puis, il n'est pas certain que ce qu'on veut changer, ça soit pertinent. On n'a pas toujours une vision d'ensemble de ce qui est bon ou de ce qui est mauvais pour l'entreprise. Les bonnes idées, elles peuvent être de très mauvaises idées. Donc, certes, il faut essayer de
voir ce qui peut être amélioré dans son propre management des autres, ou ce qu'on peut essayer d'obtenir de sa hiérarchie, de ses managers, en dialoguant, en disant, voilà, moi je sens le fait de faire un bon bilan sur ses propres ressorts de motivation, bien comprendre quels sont ces ressorts et lesquels sont sous-tendus. Ça permet de mettre des mots sur des frustrations, une difficulté, avant que ça devienne douloureux. Et ça permet peut-être, dans un dialogue apaisé, de dire j'aimerais bien voir évoluer mon travail vers ou changer d'emploi à l'intérieur de l'entreprise, ou sereinement dire je pense que je vais plutôt aller ailleurs, changer d'entreprise, mais ailleurs en sachant pourquoi et en sachant ce que je dois aller chercher dans une autre entreprise. C'est ça qui est important. Donc, se bien connaître ces 5 ressorts de motivation, bien connaître à quel levier de management on est sensible et lesquels sont qu'on supporte mal. Bien connaître tout ça, ça permet potentiellement peut-être d'améliorer sa situation sans vouloir changer l'entreprise complètement, bien évidemment, mais ça permet aussi de faire le constat qu'on s'est peut-être un peu trompé dans son orientation professionnelle et qu'il faut changer soit d'entreprise, soit même de métier pour aller, mais en connaissance de cause. Non pas chercher une herbe plus verte ailleurs pour le plaisir comme ça, mais bien en ayant à l'esprit que on peut trouver ailleurs quelque chose qui nous correspond plus. Ce qu'on connaît de soi, en fait. Voilà, ce qu'on connaît de soi, mais sur lequel il me paraît essentiel de mettre des mots qui sont pas psychologisants, mais bien des mots qui correspondent aux pratiques de l'entreprise, à l'univers du management et à des motivations concrètes au travail. C'est ce que j'ai voulu faire quand je constatais qu'on formait tous les managers avec la pyramide de Maslow, qu'ils étaient contents, qu'ils rentraient de leur formation en pouvant décrire la pyramide de Maslow, mais totalement incapables d'en faire quoi que ce soit au plan managérial. Et donc mon espèce de pyramide qui rassemble mes 5 ressorts, quand j'ai commencé mon travail, ma première ambition, ça a été ça, de dire, pour que le plaisir soit pris en compte par le management, il faut articuler des ressorts et des leviers pour que cette mécanique positive se mette en œuvre. Parfait. Merci pour cet éclairage passionnant et tes réflexions. Alors, je sais pas si tu sais, mais on arrive à la fin de cet épisode. Et la promesse de ce podcast, c'est de repenser l'entreprise. Et comme j'adore les jeux de mots, repenser l'entreprise, ça évoque à la fois la question de la réflexion et de la guérison. Et alors, selon toi, de quoi ont besoin les entreprises aujourd'hui pour répondre à cette promesse ? Bon, c'est un peu contenu dans ce que j'ai pu dire. Alors, je vais peut-être simplifier. Je dirais du temps de préparation des gens à exercer les fonctions managériales, du temps pour manager les personnes. Je crois que c'est ça qui est fondamental. On est dans l'instantanéité. Alors parfois, une réduction des temps de travail, mais avec une exigence de productivité, avec un temps terriblement perdu dans des réunions stériles. Il y a un déséquilibre, il y a une très mauvaise utilisation du temps. Et je pense que c'est de ce côté-là qu'il y a un vrai sujet, c'est qu'est-ce qu'on fait de notre temps dans l'entreprise. Et accepter que les choses prennent du temps. Accepter que les choses prennent du temps, tout à fait. Mais ça veut pas dire gaspiller. Au contraire, c'est leur redonner de la valeur au temps qui passe. Quand je parlais de ces réunions qui ne servent qu'à opposer des personnes, des tactiques, pour lesquelles on finit par alors on dit que c'est très français, ne pas décider ou remettre en cause la décision de la réunion précédente. C'est parfois caricatural, mais c'est quand même aussi ce qu'on peut observer. Ça, c'est un temps perdu. Si on était très rigoureux, beaucoup plus rigoureux sur l'utilisation du temps, mais aussi
qu'on laissait le temps de se préparer aux responsabilités managériales et d'exercer la dimension management des personnes, qui est surtout le partage du sens, le partage des valeurs au sens de qu'est-ce qui est important pour nous dans notre équipe, etc. Je pense que on pourrait progresser. Ça marche. Merci Gilles. Donc je rappelle ton ouvrage qui s'appelle Le plaisir, nouvel enjeu de management aux éditions Maxima. Je crois que tu es sur d'autres projets dont tu nous parleras peut-être plus tard. Et puis écoutez, à bientôt sur Psyboulot. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Si vous souhaitez nous soutenir, pensez à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles. Avant de vous quitter, je vous donne rendez-vous sur ma page LinkedIn ou sur le compte Instagram de Psyboulot si vous souhaitez échanger, me suggérer des invités et même venir témoigner à mon micro. À très vite sur Psyboulot.